Alors, mon grand-père est de l'île de Malte et n'ayant pas de travail à Malte, ils sont allés en Tunisie, d'où la naissance de mon père aussi en Tunisie, mais d'origine maltaise. Ma mère, elle est sicilienne. Elle vient de l'île d'Isola des Fimes, ça veut dire l'île des filles. Et ses parents aussi, siciliens, et comme il n'y avait pas de travail en Sicile, ont été en Tunisie. Et tous étant des pêcheurs, de père en fils, donc il y avait plus de travail en Tunisie. Et ils ont travaillé en Tunisie sous protectorat français, d'où ma nationalité française, car mon père a fait l'armée en Tunisie sur les bateaux de la marine nationale. Et quand il y a eu l'indépendance, il a été donné un choix, soit retourner en Italie, ou soit rentrer en France, étant donné qu'on était français. Et donc mon père a opté pour la France, d'où le départ à Marseille. Alors à Marseille, il faisait la pêche, et l'hiver, la pêche étant rude, et il y avait moins de poissons pas de poissons, mais plus de mauvais temps, et les bateaux n'étaient pas adaptés pour la pêche, il faisait le maçon. Donc il avait plusieurs cordes à son arc. Et des amis de Sète, avec de la famille, lui ont dit que Sète ressemblait un peu à la Tunisie où ils étaient, que tout était au bord de l'eau. Donc on est venu à Sète. Et là, il a fait le pêcheur toute l'année, sauf l'hiver où on faisait plus le maçon, mais on faisait le docker. On travaillait occasionnellement sur les quais, et il y avait beaucoup de marchandises à bouger, et on nous demandait, quand il y avait beaucoup de bateaux, en occasionnel, et on gagnait notre vie comme ça. Alors la famille est nombreuse. La famille, il y a 6 garçons et 4 filles. Donc moi je suis le second. Alors il y en a 3 qui sont nés en Tunisie, c'est-à-dire mon frère Sauveur, moi-même et ma sœur Pauline. Quand nous sommes arrivés en France, ma mère a porté ma 4e sœur dans son ventre, qui est Annie. Puis après Annie, elle a eu Jean-Marie toujours à Marseille. Et après, tous les autres, ils sont nés à Sète, c'est-à-dire les jumeaux, Marcel, Babette, Evelyne. Et voilà. Oh, ma carrière, elle n'a pas débuté là, parce que, ayant fait l'école Paul Bert pendant donc, 1 an et demi ou 2 ans, une assistante est venue à la maison, et elle a trouvé la maison petite parce qu'on vivait dans une 2 pièces, et on était déjà 9 personnes dans 2 pièces, c'est-à-dire il y avait cuisine, salle à manger et une chambre, et on dormait sur des lits gigognes. Donc, voyant le dénuement complet de notre vie, elle a dit je vais vous enlever les 3 aînés et on va les mettre en pension et ça vous soulagera. Mais entre-temps, un de mes frères faisait mon frère aîné faisait quelques bêtises. Donc lui, on disait qu'il fallait le mettre dans une maison un peu plus sévère. Et quand ils ont fait les papiers, ils se sont trompés de prénom. Au lieu de mettre Sauveur, ils ont mis Joseph, qui était très sage, mais bon. Et c'est moi donc qui suis parti le plus loin. Alors ma sœur Pauline est partie à Nîmes. Mon frère Sauveur, lui, est allé à Florensac, dans une pension où ils apprenaient un métier. Et moi, je suis parti plus loin, dans une maison, pour ainsi dire, à l'époque de correction. Et donc j'ai passé 4 ans, c'est-à-dire de 10 ans à 14 ans en pension. Et je venais voir la famille 10 jours par an aux grandes vacances. Voilà. Moi, c'est sûr que les premiers temps, je pleurais parce que j'ai été déraciné quand même de la famille. Et bon,
c'était un état de fait, mais en fin de compte, j'ai appris pas mal de choses. J'ai réussi à avoir beaucoup de plaisir quand même en pension parce qu'on partait en colonie de vacances. Enfin, on avait Noël qui était fêté, ce que je ne connaissais pas d'ailleurs à l'époque, hein. Et il y avait beaucoup de sévérité, disons, mais de souplesse en même temps. Alors, étant venu en vacances, donc après 4 ans de pension, je suis venu en vacances à 7 ans. Et je reçois une lettre à la maison qui me dit si vous trouvez un travail comme apprenti, vous ne revenez pas au centre. Donc, croyez-moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour trouver un travail, n'importe lequel. Mais à 14 ans, qu'est-ce qu'il y a à chercher? À l'époque, c'était apprenti de quelque chose. Et j'ai fait tous les garages de la ville de Sète. Et j'en ai trouvé un, je commençais à désespérer d'ailleurs. Et j'en ai trouvé un à la place de Lille, le garage Peugeot c'était, qui était à la place de Lille. Il m'a dit, nous on vous embauche comme apprenti mécanicien. Et donc, quand j'ai eu la lettre, le contrat signé, je l'ai envoyé de suite à la pension pour pas qu'il m'appelle. Donc j'étais libre de travailler. J'ai fait un an d'apprenti mécanicien au garage Peugeot, place de Lille à 7. Voilà. Et de là, après, au bout d'un an, j'ai quitté le garage et je suis parti sur un centre de formation professionnelle à Nîmes. À Nîmes, pour essayer d'apprendre un métier. Et donc, ça me faisait 15 ans et quelques. Et on m'a donné un choix, maçon, il y avait chaudronnier, il y avait soudeur et il y avait ébéniste. Le maçon ne me plaisait pas. Bon, j'ai dit, je vais essayer le soudeur à l'arc. Et quand je me suis mis à travailler un peu avec le poste à soudure, on a trouvé chez moi de bonnes prétentions et on m'a dit, c'est bien, c'est un choix que tu as fait, mais il faudra pousser quand même en mathématiques parce qu'il faut connaître au moins les surfaces des carrés, les cylindres, enfin. Et bon, c'était un apprentissage. Et donc après 4 ans, ils m'ont donné une sélection de soudeur à l'arc. Et j'ai attendu quelques mois à 7, après Nîmes donc, et on m'a envoyé à Clermont-Ferrand. Alors à Clermont-Ferrand, j'ai passé 4 mois à Clermont-Ferrand pour passer mon CAP de soudeur à l'arc. Mais pendant ce temps que j'étais resté à 7, je ne suis pas resté oisif, hein. Ce n'est pas le but de la maison, hein. Mon père m'a dit, puisque tu ne travailles pas, tu viens à la mer avec moi et tu m'aideras à nourrir la famille. Et donc, je suis allé à la mer et ça me plaisait parce que il me prenait, c'était beau temps et il y avait la pêche au thon, il y avait le lamparo, il y avait la lachar, c'est-à-dire on restait jamais au port. On était toujours en mouvement et c'est un métier qui me plaisait mais fatigant, hein, parce que le sommeil, là, je vous dis qu'il n'y en avait pas, hein. Alors étant jeune, moi j'aimais bien sortir et on ne peut pas assimiler les deux, sortir et travailler. Alors ça fait que j'ai dû prendre sur mon sommeil et disons qu'en attendant de partir à Clermont-Ferrand, j'ai fait ça pendant 6 mois, la pêche avec mon père. Et ça a été assez difficile quand même, hein, parce que pour me lever le matin, j'avais les cheveux longs, je me rappelle, il fallait qu'il me tire les cheveux. Parce qu'il me dit, tu sors l'après-midi, tu vas à la plage, il faut travailler, il faut dormir, et voilà, je ne faisais jamais la sieste. Et ça m'a joué des fois des vilains tours de ne pas dormir, parce qu'après je faisais le tour du cadran, 24 heures sur 24 de sommeil, quand j'étais en repos, bien sûr. Donc, quand ils m'ont appelé pour partir à Clermont-Ferrand, pareil, là, j'ai pris le train, je suis monté 4 mois, centre de formation. Et donc, je passais mon brevet, enfin mes examens, mon apprentissage tranquillement. Et 15 jours avant de passer l'examen, que c'était la fin de l'apprentissage, je reçois une lettre écrite par un de mes frères, parce que mon père et ma mère, ne sachant pas écrire en français, me disant, sur cette lettre, j'espère que tout va bien, mais dis-toi bien une chose,
Si tu as ton CAP ou tu l'as pas, c'est pareil parce qu'à la mer, il faut que tu meurs. Alors ça m'avait décontracté de passer mon CAP parce que j'ai dit, bon, que je l'ai ou je ne l'ai pas, de toute manière, il va falloir finir à la pêche. Et fatalité, j'ai passé mon CAP avec mention très bien. Nous étions deux dans le même cas, avec cette mention, et j'étais fier de moi d'avoir réussi mon CAP. Et quand j'arrive donc à 7, la première des choses que je fais, j'écoute pas mon père, je dis écoute, je cherche du travail, s'il n'y en a pas dans ma branche, eh bien, je viendrai à la pêche. Ce qui est rare, parce qu'à l'époque, quand le père disait quelque chose, on se taisait, on obéissait. Et il m'a laissé un laps de temps pour trouver du travail. Il y en avait qu'un où j'avais reçu une très bonne réponse, c'est les chantiers de la Ciotat, qui m'embauchaient de suite, puisque j'étais soudeur et eux, ils avaient besoin de soudeurs. Ils m'embauchaient de suite pour partir. Alors j'ai dit à mon père et à ma mère, voilà, je m'en vais à la Ciotat, j'ai reçu la lettre. Et puis ma mère s'est mise un peu au milieu, elle m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es jeune, tu vas travailler pour te nourrir, te loger, et tu ne sais pas où tu vas aller, enfin. Alors, vu que j'avais des opinions contraires devant moi et que je me sentais pas. J'étais très obéissant, pour ainsi dire, voilà, bête et obéissant, comme on dit maintenant. Et j'ai fait donc abstraction de mon CAP de soudeur à l'arc et je suis allé à la pêche donc pour mon premier embarquement sans fascicule au début. Il me manquait 6 mois pour avoir les 18 ans pour avoir le fascicule. Donc j'ai commencé par 6 mois un peu en fraude, je naviguais mais je n'avais pas de cotisation maritime. Et au bout de 6 mois, après, je vais à la marine. Et là où on me fait passer une visite, on me donne un fascicule. Bon, je n'avais pas fait le pôle Bousquet, hein, parce que pour être marin, à l'époque, il fallait faire le pôle Bousquet, c'est-à-dire l'école maritime. Je ne l'avais pas faite, et tout ce que j'ai appris, je l'ai appris par un Bosco qu'on avait à bord, là. Je me rappellerai toujours Mimi. C'était, mais son nom de famille, je ne me rappelle pas. Et cet homme m'avait tout appris, du bout du mât à la quille, hein, il m'avait tout appris, ce qu'il y avait sur un bateau. Et le travail à l'époque n'était pas dur. Hein. Vous avez 2 bras, il fallait tirer les filets, il fallait espousser, il fallait remplir les caisses. C'était la manutention, si vous voulez, mais très poussé, surtout pour un jeune. Et donc, j'ai embarqué, après 6 mois d'embarquement, j'ai eu mon premier fascicule avec marqué novice en 1970. J'ai embarqué sur un Lamparo, le Marie-Pierre, c'était un Lamparo et on faisait donc la Lachar aussi. La Lachar, c'était le jour, hein, le Lamparo c'est la nuit, toujours avec un filet tournant. Et au mois fin août jusqu'au mois de septembre, on faisait les thons de 27, hein, quand je dis 27, c'était à 20-30 000. On pêchait le poisson qui atterrait sur à cette époque-là. Et donc, je gagnais ma part comme un marin normal, hein, puisque en étant novice et après matelot, c'est vous qui faites le plus de travail à bord. Hein. C'est-à-dire, il vous faut remplir les caisses, il vous faut, s'il y a 10 tonnes, c'est 10 tonnes que vous remplissez. Des fois, il y a quelques anciens qui nous relayaient, qui n'étaient pas trop cassés, ils nous relayaient. Manière de boire le café ou fumer la cigarette. Mais autrement, bon, c'était comme ça, c'était une chose acquise. Et je ne voyais rien de mon salaire. Hein. Je ne voyais absolument rien de mon salaire parce que travaillant avec mon père, c'est lui qui encaissait le samedi, donc on encaissait. Moi, j'avais droit qu'à l'ocel, c'est-à-dire une part, tous les matins, on enlevait 10 caisses de sardines qu'on vendait aux marieurs. Et le marieur nous donnait de l'argent liquide, c'est-à-dire à 10 francs à l'époque. C'était 10 francs, là, et on donnait 10 francs à tous les marins, c'est ceux qui me revenaient. Et à l'époque, avec 10 francs, on payait les cigarettes, on buvait le café, et je crois même qu'on avait encore un pastis avec. Maintenant, avec 10 francs, vous n'avez plus rien. Hein. Et voilà. Et ça a été pendant un an comme ça. Et un jour, j'ai voulu couper
coupé le cordon ombilical avec mon père. Je lui ai dit, écoute, maintenant je connais mon travail, je vais essayer d'aller naviguer ailleurs. Et on m'a fait une proposition. Il me dit, qui t'a fait une proposition? Mais j'ai dit, il y a Jean-Marie Avalon, là, il va faire un bateau neuf. Et puis moi, dans la pêche, c'est vrai que j'ai fait beaucoup le pêcheur par rapport à la pêche au thon. J'aimais cette vie, là, vous êtes à l'air libre, vous chassez. C'est la chasse, quand vous parlez à un chasseur, pourquoi il va à la chasse, c'est ça, même que vous revenez bredouille, mais c'était dans les gènes, c'était la chasse. C'est vrai que pour l'époque, pour nourrir nos familles, c'est pas avec la pêche au thon qu'on le faisait, hein, parce qu'on disait, quand tu vas à la pêche au thon, il te faut toujours un sac de farine à la maison pour pouvoir manger. Parce qu'au chalutier, ça remplit le ventre. C'est vrai qu'au chalutier, toutes les semaines, ils gagnaient leur vie. Hein. Mais à la pêche au thon, c'était différent. Il fallait avoir des à côté pour pouvoir se permettre de faire ce travail. Mais c'est vrai que quand vous gagnez un bon coup de filet, ce que gagnaient les autres dans un an, vous, un jour, vous les gagnez. Mais bon, mais c'était cette pêche qui me plaisait. Alors, Jean-Marie Avalon m'ayant fait une proposition, il m'a attrapé, il m'a dit, Jeanne, je fais un bateau neuf, je cherche un équipage jeune et tout, tu vas te faire riche et tout. J'ai dit, ok, moi, c'est le métier qui me plaît. Et donc, j'ai quitté Pascal Tomate, donc, le Marie-Pierre, pour aller avec Jean-Marie Avalon. Et à l'époque, on travaillait le samedi et le dimanche, hein, parce que là, il n'y avait pas, de paye. Hein, on embarquait sur un bateau, on y était, pour ainsi dire, tous les jours. Et on faisait les filets sous la criée. Alors on armait le liège, on armait le plomb, et on faisait un filet. Et je me souviens bien à l'époque, ils avaient encore le petit bateau, l'Arc-en-Ciel. Alors, quand il faisait beau, on était 6 à bord. Hein. On sortait à la mer pour essayer de pêcher du poisson pour gagner la vie, parce qu'on était pêcheurs à Ventoux et on était pour gagner des sous. Hein. On travaillait le filet. Et donc, un jour, on n'était pas sorti le matin, on me rappellerait toujours ça. Et on avait été au chantier pour avancer le bateau Jean-Marie Christian. On passait le Minium, on peignait là-bas. Et on avait fait sortir notre associé qui était Jeannot Di Bianco avec le Marigeau. Et il était sorti de matinée, lui donc, et quand il était rentré, parce qu'avant on se parlait à la BLU, quand il était rentré en contact avec nous, il avait dit il y a grosse tramontane pour le moment et on ne voit rien. Alors nous, ça fait qu'on travaillait tranquille en attendant qu'il se passe quelque chose. Et à midi, de ce coup, on finit le chantier, on descend sur la marine, il nous dit allez chercher le panier, on sort. Et quand on vous dit allez chercher le panier, vous avez un quart d'heure, pas plus, hein, pour aller à la maison, pour aller chercher la nourriture. Moi, je monte vite, je prends 2 bricoles, manière de dire. Quand tu es jeune, on avait très peu, tu te nourris. Et on est sorti. On est sorti, et c'était beau temps fait, c'est vrai, la tramontane avait calmé. Et on marche, ils étaient bateaux sur Palavas. Et on était dans les fonds de 60 à 70 mètres, hein, pour vous dire à l'époque le poisson où il rentrait. Et on marche comme ça. Et Jeannot, il nous appelle, il nous dit on a vu quelques mouvements d'oiseaux et une compagnie de thon, mais on ne l'a plus revu là. Et nous, on avance donc sur eux, là, et avec l'agogno, on l'avait un peu relevé. Et on marche toujours de terre, comme ça. Hein. Et Jean-Marie, il monte Thomas. Jean-Marie Avalon, il monte Thomas. Il y avait Christian, il y avait Antoine, il y avait Pinot, il y avait Crescenz, il y avait Mimi Craquette, Chichi et moi. 7 on était. Alors Jean-Marie, il dit à son frère, marche à l'évent là-bas, il y a les oiseaux en pagaille. Et on marche, on marche, on marche. Et d'en bas, on voit moins bien que quand on est à 5-6 mètres au-dessus de l'eau. Hein. C'est pour ça qu'on appelle ça la cage à poules là-haut. Et donc on marche, hein, et au bout d'un quart d'heure, ce qu'on est au ras, là, on commence à voir des mouvements d'oiseaux. Et quand on arrive, mon ami, la compagne, elle se met à monter sur l'eau. Et à son frère, elle dit, te presse pas, marche, le poisson il marche à l'évent. Et alors donc, en marchant comme ça,
on passe un peu de fort, hein, et on marche, on marche, on marche. Et quand on a doublé la compagne, voilà, ça c'est la compagne de poisson, dès qu'on a mis la compagne ici à 3/4, là, on molle le filet ici, là. Et ça fait qu'on lui fait un barrage devant le filet. Comme il marche toujours à l'évent, pendant que nous on sera là, lui il va être au milieu du filet. Et quand on arrive à canotte, il va toucher le filet, il va commencer à piquer, à faire. Et donc, on arrive à canotte, et on ne voit plus rien. On ne voit plus rien, parce que le poisson, il touche le filet, après il pique, donc il va chercher une sortie. Et nous, on commence à virer, à virer, à virer, à virer, à virer. Et 3/4 de filet, on commence à voir 2-3 poissons dans la mâche que des pros. Là. Oh, le poisson, il a sauté devant. On était contents, parce que ce qu'il y avait sur l'eau, c'était joli, parce qu'on arrive à évaluer une compagnie de poissons sur l'eau ou en bas, on arrive à dire s'il y en a de 20 tonnes, 10 tonnes, 15 tonnes, c'est une habitude ça qu'on prend. Hein. Et donc, hop, quand on a fermé le plomb comme ça, avec les anneaux, il vient sur la mourade, hein, et là, on commence à défaire le plomb, on tire le filet derrière, et on tire 7 ou 8 anneaux devant. C'est-à-dire que s'il y a le poisson, en tirant ses anneaux, il ne peut plus passer, c'est fermé. Et on commence à tirer le filet, toujours en gardant les anneaux pas loin du bord du bateau. Et le filet, il monte, il monte, il monte, il monte. Et plus on le serrait, et plus on voyait le poisson. On appelait donc Jean Di Bianca, notre associé, qui est venu mettre son canot sur le liège. Il est venu se mettre lui aussi sur le liège, au fur et à mesure qu'on rétrécissait, pour en perdre le moins possible. Parce que quand le poisson il se sent serré comme ça, il tape à fond dans le liège. Alors il y en a qui se sacrifient. Hein. Ça tape dans le liège, ça fait descendre le liège, et le poisson il est passé par-dessus. Et comme à l'époque, les lièges, ils n'étaient pas comme maintenant. Hein. C'est pas des gros lièges, je crois que maintenant aussi ils font pareil. Hein. C'était des lièges plus petits. Donc, et en ayant pris pas mal de lièges à son bord, Jeannot, et les 2 canots qu'on a mis, ça fait qu'on a pu sauver pas mal de poissons. Et quand on a fini de serrer, il nous restait le sac, on appelle ça le patsal. Le sac, et on souque. Hein. Alors, Jeannot était comme ça, et nous comme ça. Hein. Cul et pro, cul et pro. Hein. Et ça fait que l'épaisseur du poisson nous écartait. Hein. Une fois qu'on a monté le poisson sur l'eau, l'épaisseur nous écartait. Et comme on tient debout dans le filet, et à l'époque on n'avait pas de salabre pour salabrer tous les poissons, en plus des poissons de 15 à 20 kilos, là, des jolis poissons madriables. Hein. Et donc on s'est jeté dans l'eau. Alors il y a 2 personnes qui se sont jetées dans l'eau, Antoine et Jojo. Et on a chargé les bateaux comme ça. Mais les bateaux à l'époque, ils n'avaient pas une grande mourade. Ils étaient à 70 de l'eau comme ça. Et, hein, puisqu'il y avait le poids qui nous faisait tomber les bateaux comme ça, le poids des thons. Et un il chargeait à droite, un il chargeait à gauche. Et bon, on jetait, on jetait, on jetait. Et on a monté comme ça, on a chargé 2 bateaux, 25 tonnes de poissons. Voilà. Et à 6h, 7h du soir, on est rentré, on était bien chargé. Quand on rentrait, il s'est levé du Mistral. Alors quand il se lève le Mistral, ça veut dire qu'il est resté pour 3 jours. Hein. Et le lendemain, donc on n'est pas sorti. Et je m'en rappellerai toujours, il y avait le grâce de Dieu, il était au chalutier, il a eu le temps de changer son filet. Il y avait des bateaux qui étaient au Lamparo, ils ont mis leur filet à thon. Il a fait mauvais temps 3 jours. Et nous, on était contents, c'était le premier poisson. Et toujours, le premier poisson, il se payait toujours un peu plus cher que quand vous pêchez après. Et à l'époque, c'est malheureux, tout était à 10 francs. Hein. 10 francs ou 5 francs après. Hein. Mais au début, c'est à 10 francs. Voilà. Alors, on avait fait une belle journée. On était contents qu'on avait gagné pas mal d'argent ce jour-là. Et les jours suivants, donc, on sort le bateau neuf, on fait le baptême du bateau neuf, et on navigue pendant quelques temps comme ça avec le bateau neuf. Et en 72, il me faut partir à l'armée. Donc je reste un an là, sur Jean-Marie Christian. Et on m'appelle à l'armée. Et à l'époque, quand on part à l'armée, on passe chez les gens enfin, qui nous connaissent. On leur dit voilà, c'est mon dernier jour, je pars. Et voilà. Ils nous donnent la pièce, les étrennes. Et donc j'étais appelé sous les drapeaux.
la Marine nationale à Toulon, pas à Toulon d'abord, à Saint-Mandrier c'était. À Saint-Mandrier, j'ai fait mes classes. Et donc, dès que vous êtes marin, on vous fait passer un petit examen pour savoir si vous rentrez au port, comment vous rentrez, feu rouge, feu vert, les nœuds, les gapestins, voguer, nager sur l'étal là-haut, enfin. Et on est pris de suite comme manœuvrier, matelot manœuvrier de pont. Hein. Et donc, j'ai passé mes classes là-haut. Par contre, il y a une chose qui ne m'avait pas plu, ils nous faisaient les piqûres à la TABDT. Là. Oh là là. Alors celle-là, je m'en rappelle, celle-là, les amis. On est tous à poil, en slip, disons, parce que pour la piqûre, ils ne te mettent pas à poil. Hein. On était tous en slip devant une porte, comme ça. Et un type, il rentrait avec une aiguille, il nous plantait l'aiguille. Vous voyez? Il nous plantait l'aiguille, la queue leu, comme ça. Et quand on passait la porte, il y en a un autre qui venait et nous injectait la seringue. Et vous voyez des mecs qui étaient vraiment balèzes, hein, des costauds, hein, ils partaient dans les pommes. Hein. Moi, jusque-là, ça ne m'impressionnait pas. C'est après, quand le produit il a commencé à faire des effets, j'étais dans un état lamentable, lamentable. Et ça, c'était Orteil. Après, on nous a donné à choisir une direction, c'est-à-dire il y avait Brest, il y avait Toulon, il y avait Marseille, et c'était les premiers qui finissaient les meilleurs qui pouvaient choisir la première place. Et comme moi, je n'étais pas trop mauvais dans ma spécialité, ils m'ont envoyé à Toulon. Et quand je suis arrivé à Toulon, je suis allé sur le BSL Garonne. Alors, ce BSL Garonne, il était en chantier. Il était en cale de carénage, ils étaient en train de tout refaire dessus. Et moi, il dit que je viens, et quand j'arrive, je demande, mais combien il y en a de temps pour le carénage? Il nous dit, le carénage, il y en a pour 7-8 mois. Pardon? 7-8 mois? Et 7-8 mois, vous savez ce que j'ai fait, 7-8 mois? J'ai tapé la rouille pour la France. Tapé la rouille, sans connaître si l'eau était douce ou salée dehors Toulon, là. Tapé la rouille et peinture. Et en plus, j'étais tombé sur un lieutenant, sous-lieutenant là, qui nous cassait les burnes. C'était un appelé, mais alors, il en avait qu'après nous. Ce type, on aurait dit qu'il n'aimait pas les marins pêcheurs. Hein. Et donc, il nous a emmerdés pendant 7 mois. Et quand le bateau a été prêt, on a fait 2 ou 3 rondes devant Toulon. On a fait dans la nuit Toulon, Nice, Marseille, pour voir si tout marchait bien, tant de vitesse, tant de machin. J'ai fait mon quart à la passerelle à la barre. Et après, c'était que de la garde de bateau. Et quand il est arrivé, donc, ces 7 mois terminés, on me dit, vous voulez partir à Mururoa, il vous faut rempiler 6 ou 7 mois. J'ai dit, écoutez, je ne rempile rien du tout, je ne veux pas y aller. Et pourquoi vous allez faire mon voyage? Je me l'aurais dit au début, ça, je partais, c'était pas pareil. Mais là, j'ai dit, j'ai fait la moitié, et j'ai dit, c'est terminé pour moi. Et donc, on m'a mis à la DTP, c'est-à-dire à l'entrée du port, là où il y a les remorqueurs. Et là, sur les remorqueurs, on attachait les bateaux qui venaient de la mer, de jour comme de nuit. Et donc, j'étais détaché là, et on faisait les épissures sur les câbles d'acier pour amarrer les bateaux. Et j'ai passé mes 6 mois là. Et par la même occasion, je fréquentais à Marseille avec ma femme. Et donc, je faisais tous les week-ends, je me faisais remplacer on avait des gens de la Réunion, tout ça, qui ne partaient pas chez eux. On leur donnait 100 francs ou 50 francs, ils nous remplaçaient à l'appel le dimanche. Hein. Ou s'il y avait un bateau qui rentrait, ils allaient l'amarrer à votre place. Hein. Et tous les dimanches, j'étais donc en train de fréquenter à Marseille, hein, chez ma fiancée, hein, qui est devenue ma femme par la suite. Et voilà, ça a été la période armée. Quand je reviens, donc, je retourne sur mon bateau, à Valonne, qui m'ont repris. Mais entre-temps, ils s'étaient associés. Voilà, on était 4 bateaux associés. Et là, je faisais énormément la valise. Hein. Un jour, j'étais sur l'un, un jour, j'étais sur l'autre. Où il manquait quelqu'un, j'étais là. Mais toujours dans les canottes. Hein.
Et là, j'ai travaillé encore un an pour eux. Et puis après, il y a eu un malentendu. Donc, je suis parti du bateau et j'ai fait un peu comment on appelle ça là, du chalutage. Hein. Mais le chalutage, ça ne me plaisait pas. Alors j'ai fait un peu du chalutage sur le Cap de Garde. Et là, bon, ça a duré un an sur le Cap de Garde. Et comme j'étais nouveau marié, qu'il me fallait de l'argent tous les jours, j'ai fait donc un an de chalutier avec le Cap de Garde. Hein. Et encore là, j'ai pas eu de chance, j'ai pris un bateau où on gagnait notre vie, mais sans plus. Je veux dire, vous voyez les bateaux à côté qui gagnaient 4-5 000 francs la semaine, nous on en gagnait 50, 100. C'était le bateau. Le bateau était. Et puis moi, j'étais au chalutier, il faut dire que j'étais inexpérimenté au départ. Mais bon, la mer, hein, expérimenté, c'est toujours la même chose. Hein. Vous savez mettre des crochets, vous savez moller un câble. C'est courant. Hein. Après, c'est trié, hein, le poisson. Ça veut dire, c'est pas. Il ne faut pas sortir de ses cires là aussi. Mais bon, il faut connaître. Hein. Il faut connaître quand même, parce que c'est avec des bons marins qu'on fait des bons patrons. Et vice-versa. Et alors là, donc, j'ai fait un an de chalutier. Après, ça ne me convenait plus, cette vie de chalutier. Et je suis allé chercher un bateau. Et on m'a dit qu'il manquait quelqu'un sur le Thérèse de Gaetani, là. Et là, je suis parti sur le Thérèse de Gaetani, en corontonnier. Et là, j'ai fait 4 ans avec. 4 ans ou 3 ans. Je crois que c'est 4 ans. Hein. Et là, alors, on était que des Italiens. On était comme les 7 doigts de la main, on était tous soudés comme ça, là. Et ça a été une autre expérience où il y avait. On partait 9 mois de l'année, mais bon, il y avait des résultats au bout. Voilà. Après le Cap de Garde, j'ai fait un Lamparo, je crois. Après le Lamparo, j'ai fait un autre chalutier, le Jean Véron. Et après le Jean Véron, j'ai voulu me lancer sur un petit bateau. Donc j'ai eu une rentrée d'argent. Et nous avons acheté avec mon frère, en association, un bateau, l'Artémise, hein, qui s'appelait le Bijou. Hein. On l'a pris à Palavas, là. Et on l'a payé 16 briques, hein, bon, pour vous dire à l'époque, 16 millions. Et il y avait un moteur Baudouin dessus, un DK6, et avec ça, il y a une licence de chalutier. Et donc j'ai travaillé avec ce bateau pendant 3 ans. Mais ce bateau, il m'a mené quelque part. Il m'a mené sur Nice. Parce qu'une année ici, d'ailleurs, les années chaudes, c'était une année très chaude, et on faisait des escargots de mer avec des bars à l'époque, des bars et des radasses. Et le fond était tellement vaseux, mou, on ne pêchait plus. On ne pêchait plus. Ça passait sur les escargots, mais il n'y avait rien. Et moi, j'avais les traites qui tombaient toutes les fins de mois, il y avait la familiale, il y avait le rôle, et à cette allure-là, on ne gagnait pas notre vie. Alors j'ai dit, sur la Côte d'Azur, il y a pas mal de personnes qui pêchent le thon à la canne, vous savez. Et j'ai dit, à 15-20 poissons par jour, on arriverait à gagner notre vie hein, sur Nice. Ou autrement, vous faites caler. Quand vous avez le poisson à la canne, vous ne le montez pas hors de l'eau, vous le gardez dans l'eau et ça vous amène à la compagne. Hein? La compagne, elle vient comme ça. Et ici, à 20 tonnes, à 30 tonnes, ils sont sous le bateau et en gardant ce poisson à la canne comme ça, ils vous suivent à la dérive. Et là, vous appelez un tonnier, il cale et il vous donne 10% de la pêche. Donc j'avais dans cette optique-là que je suis parti sur Nice. Et en arrivant sur Nice, le matin, j'entends taper à la porte. Et moi, j'étais fatigué. J'ai fait 7 Marseille. On a mis 7 Marseille. J'ai mis une vingtaine, 18 heures, j'ai mis 7 Marseille avec le petit bateau. Et je me rappellerai toujours, il y avait un vent de Mistral derrière et quelque chose de carabiné. Et je rentre à Marseille. Le lendemain, je pars de Marseille
aux alentours de 9 h du matin. Et pareil, je reprends le vent au large des îles et on me passe Cap Sissier, mais alors avec les 3 mouvements de houle, je ne vous dis pas. Après, une fois qu'on a passé l'entonnoir des îles, on était beau temps. Et dès qu'on a passé hier tout ça, alors c'était tranquille, Saint-Raphaël. Et par contre, j'avais qu'un compas pour aller là-bas, pas de radar, et un compas. Et mon compas, il ne devait pas être bien étalonné, parce que je tapais au 90 à mon compas, mais ça devait m'ouvrir un peu plus vers le large, au lieu de rentrer un peu plus. Et donc, j'ai appelé un bateau que j'entendais à la VHF, là, il y avait les tonniers déjà là-bas. Et si je me rappelle toujours, Jeannot Dibianque qui m'a entendu, et ils étaient dehors Nice. Hein. Il me dit, si tu me vois, je te relève un peu dehors Nice, là, tu es dehors, là. Et il faudrait que tu attardes de combien. Et alors, il m'a fait attarer, ça veut dire prendre... il rentrait à peu près de 30 degrés au compas vers la terre. Hein. Et comme il y avait un temps brumeux aussi, on ne voyait pas la côte. Hein. Et j'ai attaré comme ça, et là je me suis trouvé après l'aéroport de Nice et l'entrée du port. Hein. Mais bon, on était peut-être, au lieu de tirer droit, on a écarté, on était à une quinzaine, vingtaine de milles de Nice. Hein. Et là on est rentré à Nice. Hein. Et comme c'était à la barre fraîche, il n'y avait pas de pilote, hein. J'avais les bras de Popeye. On est rentré, et la première des choses, se coucher pour récupérer. Et donc le matin, ouais, qu'est-ce que c'est hein. Je passe à la tête, et je connaissais donc cette personne, hein, Bernard Westweller. Alors c'était un milliardaire que j'ai connu sur le Thérèse Gaetani, qui était connu un peu de tous les pêcheurs, là. Mais quand on dit milliardaire, vous le voyez, vous lui donnez un franc parce qu'il ne le porte pas sur lui. Hein. Et donc il me dit, oh Jo, j'ai dit, putain, content de te voir, Bernard. Ouais, j'ai dit, tu me réveilles, hein, c'est 8 heures. J'aurais voulu dormir un peu parce qu'on a fait une traversée fatigante. Il me dit, laisse, viens. Et il me dit, c'est à toi ce bateau? Je dis, ouais, je suis venu pour la pêche là. Il me dit, viens, on va boire un café et tout, j'ai une proposition à te faire. Je me suis dit à ma tête, quelle proposition il va me faire encore. Enfin, et donc, je vais avec lui, on boit un café, 2, 3 cafés. Il me dit, viens, je te fais une surprise. Et on part, alors je dis, bon, mais je vais venir. Hein. Je vais me laver la figure d'abord. Alors, je vais dans les toilettes du bar, là, hein, puisqu'à bord du bateau, le mien, il n'y a rien. Je me lave la figure, je me rince un peu. Hein, je me suis et j'ai dit, bon, on y va maintenant. Hein, on était chez Roger, là. Hein, il était bien cet homme-là, Roger. Et donc, on y va. Et il m'amène à Beaulieu. Et quand j'arrive à Beaulieu, il commence à me montrer, tu vois, en bas, ce bateau. Enfin, je voyais un bateau, mais bon, sans plus, hein, il y en avait 50. Et quand on arrive, hein, il me montre un vieux tonnier, mais enfin vieux pas d'aspect. Mais toutes les structures, tout ça, c'était pas un bateau de nos jours, là, avec la cabine devant, la passerelle devant, bateau en fer. Il me dit, voilà, je cherche un second pour le bateau, et petit et mis. Il dit, écoute, moi je suis venu gagner ma vie là ici. Si je me mets à travailler pour toi, je ne vais pas gagner des sous avant combien de temps? Il me dit, non, l'argent, c'est pas un problème. Je dis, c'est pas un problème pour toi, c'est pas un problème peut-être, mais pour moi. Il me dit, viens, on va discuter de ça. Donc, je fais mes conditions, hein, je ne vais pas les révéler. Je fais mes conditions, il me dit, il n'y a pas de problème. Enfin, tout le monde est content. Lui, il est content, moi, je suis content. Et donc, je me mets à travailler pour lui. L'Artémise, qu'est-ce qu'on en fait, l'Artémise? Il me dit, l'Artémise, on va l'amener à Antibes et on va la mettre dans un quai, là où il ne reste rien, ce qui est vrai, hein, puisqu'il y a beaucoup de bateaux de plaisance. Et on avait mis l'Artémise là-bas. Et voilà. Et donc, j'ai travaillé pour lui. Et le problème, il a été que quand je travaillais pour lui, j'avais que des plaisanciers à bord. Je n'avais pas de marins. Enfin, des marins, oui, des marins qui n'avaient pas le mal de mer, parce que c'était des types de la voile, mais de mettre un filet au taquet ou de moller un câble, il n'y en avait pas un. Il avait fait un équipage de plaisance, pour ainsi dire. Et alors, pendant que je préparais
le filet, parce que le matériel était sur le quai, mais personne, à part lui, il n'y avait personne qui savait travailler le filet. Alors, regardez le filet, comment il était, regardez la potence où il la mettait, regardez la grue où c'est qu'elle était, le fonctionnement de tout ça. Et ça fait qu'en même temps, il fallait que je fasse un débriefing tous les matins, comme dans l'armée, des briefings. Toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça. Alors le dessin il est comme ça. Quand on largue le canot, c'est quand on crie molle, il faut larguer le canot. Quand si on en revient, il faut attraper le câble, que le type il jette le câble, que l'autre il jette le pougne. Enfin, tous les jours, des briefings, travail, des briefings. Et il arrive le mois d'août et on n'était pas prêt encore. Et j'ai dit, mais comment on fait là? On n'est pas prêt. Mais eux, les types, ils s'en foutaient, hein, parce qu'ils payaient tout le monde. Toutes les semaines, ils avaient leur petit chèque, ils étaient comme s'ils étaient à l'usine. Et j'ai dit, Bernard, ça ne peut pas durer, ça, et comme ça. Il me dit, ouais, on a pris du retard pour ci, pour mi. Et c'est vrai que quand on a fait les tests de flottabilité, on ne passait pas. On ne passait pas, pourquoi? Parce qu'un bateau, il a un centre de gravité. Et en ayant mis tout dans les superstructures pour faire un bateau un peu plus important, ils ont déjà qu'il n'était pas stable au départ, ils ont faussé la stabilité. Alors ça fait que quand les affaires maritimes sont venus mettre des poids sur le côté, à 40 degrés, il faisait capsaille le bateau. Oh, j'ai dit mauvaise baraque ça, mauvaise baraque. Alors j'ai dit, mais il faut qu'ils nous donnent une dérogation et on va faire attention. Alors, de briques et de broc, ils nous ont donné une dérogation pour 2 mois, pour dire de faire la saison devant Nice là, et Antibes et de pouvoir gagner la vie. Et donc, bon, moi, j'avais ce souci dans la tête toujours. Plus vous sortez la flèche du filet, plus le bateau il tire comme ça. Vous faites donc compenser toujours. Alors, on faisait le plein du gasoil pour pas qu'il y ait des liquides qui se promènent. Et on est parti comme ça. Donc la première année, on a pêché, quand j'ai dit la première année, en 2 mois, il y avait pas mal de poissons devant la maison. Hein, des petites compagnes de 20-30, on a pêché jusqu'à 90 tonnes. Et là, on avait gagné 4 millions la part, là, je me rappellerai. Donc, tout le monde était content, même lui, il s'est frotté les mains, même le financier de Paris, il était aux anges, merci, merci, merci. Et que, moi, j'ai dit, écoute, travailler dans ces conditions, parce que une fois que parce que je surveillais à lui, je disais moi, là. Hein, j'étais au câble, parce qu'il y avait personne qui savait faire le câble. Hein. Après, une fois qu'on arrivait au canot, hein, va récupérer le pougne devant, hein, récupère le morceau de câble, regarde si derrière on a moulé tous les filets pour pouvoir mettre la maille. Si vous n'avez pas mis la maille, enfin, ça a été, heureusement j'étais jeune, hein, j'avais 30 et quelques années, en pleine force, hein, et là donc on est arrivé à s'en sortir. Et après ça a été de mieux en mieux. Tout l'hiver, ils ont changé toute la stabilité. Ils ont coupé les cuves à gasoil. De 12 tonnes, on est passé à 6. On a fait un travail monumental qui a coûté encore des sous. On allait acheter un bateau neuf, c'était encore mieux. Et lui, il s'est acheté le Véronica. Et ça fait que j'ai laissé ses plaisanciers. Et puis moi, je me suis fait un équipage qu'il y avait sur 7, que les marins cherchaient des places. Et je les avais fait venir sur Antibes travailler, voilà. Et donc voilà, ça c'est la période à Vesveler, Antibes, j'ai habité 3 ans. Et puis un beau jour, des problèmes, hein, hop, allez, ça s'est arrêté. J'ai repris l'Artémise, je suis rentré sur 7. Sur 7, tout avait changé. On n'avait plus le droit de faire des radasses, on n'avait pas le droit de faire à la barre, on avait le droit de rien du tout. Alors j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire avec ce bateau-là? J'ai mis le bateau en vente, je l'ai vendu sur hier, et voilà. Et je me suis débarrassé du bateau de pêche, et pour ne pas rester sans rien faire, je suis allé faire des promenades en mer. Et là, alors, c'est une autre période, promenade en mer, embarqué en barque, il y avait du monde comme ça à l'époque, et pourtant, on s'est tiré la bourre, on était 3 bateaux là,
On s'est tiré la bourre, mais il y avait toujours du monde. On travaillait de 7 h du matin à la pêche jusqu'à 1 h du matin, promenade nocturne. Enfin, et pas de congé, pareil là aussi. Maintenant, ils ont les congés, ils ont un jour de repos, ils ont plus, la moitié, ils n'ont pas la pêche. Enfin, c'était notre travail et bon, ça me faisait vivre. Après un peu de chômage, un peu de travail maritime, que je trouvais des travaux maritimes pour 5-6 mois. Je travaillais aussi là-dedans. Enfin, et après, je suis retourné à la pêche au thon. Et c'est là où ma femme elle a dit, bon, maintenant c'est terminé. Hein. Il faudrait trouver un travail un peu plus stable. Et donc j'ai commencé à écrire un peu à gauche, à droite. Hein. Et on avait écrit au pont et chaussée, à l'époque ça s'appelait pont et chaussée maritime. On a écrit là et puis ils m'ont répondu, vous avez été retenu pour passer une sélection. Enfin. Et là aussi, on était 30 devant la porte et ils en ont pris 3 et j'étais au milieu. Merci bon Dieu. Et j'ai fait ma carrière après jusqu'à nos jours au service maritime, où j'ai fini avec un cancer et une retraite. Hein. Mais bon, je suis devant vous, c'est que tout va bien. Hein. Alors maintenant, c'est les anecdotes, parce que tout ne s'est pas passé comme ça aurait dû se passer. Hein. Il y a eu quelques bobos. Et donc, on va parler des bobos. Hein. Le premier bobo que j'ai eu, c'est grave, hein, celui-là. C'est à bord de Luguette. Hein. À bord de Luguette, on avait des canaux de lumière hein, et il fallait tourner la manivelle, décompresser en même temps. Et après vous lâchez, vous appuyez, vous lâchez. Et tellement c'était dur, je prenais les 2 mains et je mettais quelqu'un à ma place devant pour décompresser. Quand je lui disais compresse, il compressait. Et à un moment donné, il n'a pas attendu que je dise compresse, il a compressé. Ce pouce-là, il est venu ici. Le scaphoïde cassé. Mon premier accident. J'avais 20 et quelques années, je crois, et je suis resté 6 mois en accident de travail. Un accident de travail, et à l'époque, c'était 300 000 francs par an. Hein, et on était nouveau mariés, ma femme. Enfin, on a passé les gouailles. Et là, ça a été le premier. Après, j'ai eu d'autres petits bobos qui ont été d'autres moins graves. Je ne sais pas nager. C'est bête pour un marin, mais ça arrive plus souvent que ce qu'on croit. Mais je ne m'affole pas. C'est une force. Et donc, un jour, avec le Thérèse Gaetani, on voit. Ah non, la première noyade, c'est pas la Thérèse Gaetani, hein, c'est le Marie-Pierre. Ouais, le Marie-Pierre. On était sortis devant la Grande Motte, on était donc à la Tchar. La Tchar, on pêche la sardine 2 jours, vous savez. Ça marque au sondeur, on passe, on jette une caisse, on tourne, et on avait pêché une dizaine de tonnes de poissons. Mais il rentrait du vent d'Est, il rentrait. Et avant le vent, il y a la houle, vous voyez, il y a là-haut une grosse houle. Et le bateau, une fois il est en haut, une fois il est en bas, une fois, on était plein. Et moi j'étais au canot, comme d'habitude. Hein, j'ai commencé au canot, j'ai fini au canot. Hein. Et donc, j'ai mal évalué le mouvement. Quand j'ai voulu sauter, parce que quand on saute, il faut que le canot soit plus haut que le bateau. Et vous sautez sur le filet. Et moi, j'ai mal évalué. Au moment où il monte, il s'est arrêté le bateau, le canot, j'ai sauté. Et je suis tombé entre le bateau et le canot. Mais heureusement, il y a toujours quelqu'un qui nous surveille pour prendre le bout, pour amarrer le canot. Et je suis passé en dessous et je suis remonté de l'autre côté. C'est-à-dire, je suis tombé là et je suis remonté ici. Le type, il a eu le temps de monter à bord parce que j'avais le ciré, le pantalon du ciré, les bottes. Et même avec ce moment-là, même que vous avez nagé, vous partez à fond. Hein. Et je me suis senti attrapé par les cheveux, j'avais les cheveux longs comme ça, par le type, et donc j'ai pu m'attraper au canot, il m'a donné un coup de main, on est monté, et je suis remonté, et là bon, j'ai pris le bon tempo, et je suis monté à bord. Mon père qui était devant en train de plier la miste, il n'a rien su, et à moi il m'envoie directement à la machine, mouillé pour me changer un peu et mettre 2 ou 3 tricots à quelqu'un d'autre et sec. Et quand je remonte,
le pauvre type là qui m'a sauvé à moi, à l'époque, les vitres des bateaux étaient en verre. Ce qui est interdit maintenant, c'est en plexiglas. Hein? Et sur les coups de mer, il partait 7-8 kilos de sardines chaque fois à la mer. Alors on mettait des caisses comme ça le long du bord, coincées par les sardines. Et quand il est arrivé du côté de la cabine pour mettre les caisses, il vient un coup de mer un peu plus rapide que les autres. Il met la main sur la vitre et il traverse la vitre et il s'ouvre l'avant-bras. Il s'ouvre l'avant-bras avec le verre. Vite, vite, heureusement, on apprend les soins rudimentaires quand on a un capacitaire, tout ça, et on lui fait un garrot à cet homme-là, qu'on défait tous les quarts d'heure et on rentre au port. Donc, voilà les deux anecdotes qui nous sont arrivées à bord la Marie-Pierre. Après, il y en a une autre qui s'est passée, c'est avec le Thérèse de Gaetani. Bon, ben là, elle était moins grave, elle était plus grave pour le poisson puisqu'on n'a pas pêché. Mais on est au moins une compagne et on part à Calais. Moi, je suis dans mon canot et il est pendant que le bateau il fait le tour, je prépare mes bouts devant pour que quand il arrive, lui donner les bouts. Et ils ont mollé le câble plus vite que le filet, pour ainsi dire. Et il s'est fait une ganse au câble qui a fait tourner la poulie comme ça, et ça a bloqué le câble net. Le canot derrière qui est amarré au câble, hein, avec la longueur, il a piqué du nez une fois, et quand le bateau il avançait toujours, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait capsaille comme ça. Boum, il a piqué et il s'est retourné. Et comme ce sont des canottes quand même qui sont pleines de polyuréthane dedans, il a fait que tourner et il est resté sur l'eau. Et moi qui étais en dessous du canot, ne sachant pas nager, je ne me suis pas affolé, j'ai fait le tour, hein, plein de gasoil j'étais, parce qu'il y avait la cuve à gasoil qui était ouverte, hein, et enfin, plein de gasoil, je me suis assis sur la quille du canot. Et là, quand on cale, il y a toujours des associés au canot qui veulent venir. Il appelle le bateau qui met en route sur nous pour prendre le canot, lui dire le marin il ne sait pas nager, si tu vas au canot, récupère-le. Et en fin de compte, hop, 2 minutes après, il me voit dessus, plus personne ne s'affole, il dit bon, il risque rien, il est sur le canot, il n'a pas coulé, voilà. Alors ils enlèvent le tour qu'ils ont fait au câble et ils arrivent au canot, mais le poisson, bon, il y a longtemps qu'il est parti. Et on récupère tout, et comme j'étais mouillé, je suis passé en dessous, j'ai largué ils m'ont attaché, j'ai largué le câble et le pougne, je leur ai donné, et on a continué comme ça. Voilà. On est au large de Marseille, hein. On est à 70 000 au large, beau temps, et on était en cale. Et donc on avait le filet dans l'eau, on virait le filet, et puis d'un seul coup, on voit de la fumée qui sort. Du moteur. Hein. Il est par la porte de derrière, par les trappes de devant, on voit de la fumée. Et comme on était à la fin du pougne, je mets le pougne à bord, je rabats la grue et on va regarder. Il s'était percé un tuyau hydraulique au-dessus du moteur. Et là, avec la chauffe, ça a fait un incendie. Il commençait à y avoir des flammes. Et qu'est-ce qu'on fait? On a les extincteurs, j'envoie le mécano, il me dit je vois rien, je descends avec lui, on met les mouchoirs devant là et on commence à balancer les 4 bonbonnes qu'on avait de mousse. Parce qu'on avait de la mousse, et on balance la mousse. Et toujours de la fumée, les moteurs éteints, j'ai dit c'est pas normal. Et qu'est-ce qu'on fait? On y va. Les marins, quand ils ont vu ça, qu'il y avait toute cette fumée qui sortait, tout le monde a pris leur papier et ils se sont mis sur le canot et ils étaient écartés du bateau. Et on était comme moi et le mécano là-dedans, et éteint, allume, éteint, allume, éteint, allume, on est arrivé à l'éteindre avec de l'eau de mer. Hein? Comme c'était qu'un bloc au moteur, avec l'eau de mer, on est arrivé à estomper, on a attendu que la fumée s'évacue, et on y a vu un peu plus clair. Quand on y a vu plus clair, le moteur, on ne pouvait plus allumer, ce tuyau, il avait brûlé le turbo et tout est cointé.
on est rentré sur 7 avec un moteur. Alors là, mes débuts avec le Santa Rita, ils ont été... C'était phénoménal celui-là. Celui-là, alors, jamais de ma vie j'avais vu ça. Et donc, le Santa Rita, on avait pêché 25 tonnes de poissons. 3 jours avant, on était à Calvi. À Calvi, on avait pêché 27 tonnes de poissons et qu'est-ce qu'on a fait? On est rentré sur Nice, on a débarqué le poisson. Et comme il faisait mauvais temps, on est resté un jour à Nice, on a réparé les trous des filets, tout ça. Et donc, la veille, ils annoncent beau temps. Ils annoncent beau temps et j'ai dit aux marins, bon, demain, on s'en va sur San Remo. Et de San Remo, on tapera carrément sur Calvi et on partira avec les Italiens. On partira avec les Italiens parce que je travaillais beaucoup avec les mecs de San Remo, enfin, tous ceux qui avaient sur la côte, parce que les Français étaient tous rentrés au port à 7. Et donc, j'ai dit, on partira de là-bas. Et fatalité, on est parti donc de San Remo. Hein, on partait à minuit, on était 5 ou 6 bateaux italiens et moi, on partait. Et au milieu du golfe là-bas, du Cap Corse, on était au nord du Cap Corse, les Italiens m'appellent et me disent « Jo, la météo italienne, elle annonce un coup de frais et on rentre. Hein. » Et moi, j'ai dit « Je prends la météo française. Hein. » Et la météo française, je la prends sur Toulon. Je prends la météo sur Toulon et eux, ils me disent beau temps, prévision pour les jours à venir, tata. J'ai dit, c'est pas normal, vous annoncez mauvais temps et moi, je m'annonce beau temps. J'ai dit, écoute, on est à 30 000 de Calvi, je vais essayer de rentrer à Calvi et après, on verra. Et eux, donc, ils retournent, on avait fait la moitié du chemin. Hein. Eux, ils retournent et moi, je commence à monter. Et eux, ils me rappellent, ils me disent, Jojo, il y a du vent qui rentre fort là. Il me dit, où tu es? J'ai dit, ben, je suis à une vingtaine de milles de Calvi. Le temps de dire ça, il est rentré un nord-est, mais alors, jamais j'ai vu ça. Jamais j'ai vu ça. Un nord-est avec des creux. Bon. Alors j'ai dit aux marins, vite, hein, il faut amarrer les canaux. On avait 2 canaux. Hein. Alors, on a doublé les amarres des canaux. On a amarré tout sur le pont, on a fermé les écoutilles et on a continué comme ça. Le monde, ils étaient en train de dormir, mais ils n'ont pas dormi longtemps. Hein. 10-15 minutes après, tout le monde sur le pont, mauvais temps. Tous ils viennent à la passerelle. 2 coups de mer, on avait perdu la moitié du liège à la mer. Vite, débraye, mets-toi la proue à la mer, allez, essaye d'arramber le liège, amarre le liège avec la maille du filet derrière, on a amarré le liège. Tout le monde, les brassières, les papiers dans le plastique, et ils m'ont regardé à moi à la passerelle. Allez, chaque coup de mer, ils montaient une montagne, ils descendaient une montagne, ils montaient une montagne, ils descendaient. J'ai dit, on ne peut pas rentrer à Calvi. J'appelle Cavallo. Et Cavallo, il me dit, ça va empirer, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, écoutez, il me dit, mettez-vous à la cape. J'ai dit, à la cape, hein. Heureusement que devant le Santa Rita, c'était une bassine ouverte. Il y avait 2 mètres des cubiers devant, et comme ça. Chaque fois que le bateau il montait, ça remplissait, il mettait un certain temps pour se vider. On avait fait quand même les réparations de stabilité hein, à cette époque-là. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je prends la plus mauvaise des navigations. Je me mets au 160, hein, c'est-à-dire toute la mer à cul, et je ralentis la vitesse. On avait le pilote là, hein, sur le Santa Rita, et ça fait que la mer, au fur et à mesure qu'elle venait, elle me prenait, elle me dépassait, voilà, et je ne faisais pas du surf, hein, parce qu'avec le surf, on rentre dans la vague, on est mort. Et on a marché comme ça pendant 25 heures, parce que j'ai essayé de bifurquer sur Ajaccio, à un moment donné, impossible, avec le travers là, impossible. Il y avait des tankers qui venaient de l'ouest là-bas, hein, ils se couchaient sur le travers comme ça, jamais j'ai vu ça. J'ai dit, même mieux sur le tanker que chez nous. Et tous les quarts d'heure, j'appelais Cavallo. Il me dit, vous êtes toujours maître de la situation, on fait venir un hélicoptère. Je dis, non, le bateau, il risque rien, mais bon,
C'était pour savoir. J'ai dit mieux moi à leur place que là où on était nous, enfin. Et on est rentré à Porto Torres en Sardaigne, c'était 1h du matin. 1h du matin, et là, alors, on est allé se coucher. Et le matin, bon, qui c'est? Commandant du port avec la police, qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes venu pêcher dans les eaux territoriales italiennes. J'ai dit non, on est venu se mettre à l'abri. Hein, enfin, comme je parle un peu italien aussi avec eux, hein, un peu diamanente, la cale elle est vide, il n'y a rien du tout. Alors ils m'ont pris les papiers, et le rôle, les machines de navigation, les livrets, et ils ont tout pris. Et nous, on est resté là, on a récaté les bateaux, 1 jour, 2 jours, 3 jours. On a récaté les bateaux 3 jours. Et le type, il me dit, il faut payer. J'ai dit, j'ai rien à payer, je suis venu me protéger dans le port, j'ai rien à payer du tout, on est des professionnels et on ne paye pas. Alors je ne vous rends pas les papiers, patin couffin. Et j'ai joué de ruse là ce jour-là. Et je vais à la capitainerie à 8h du soir. À 8h du soir, je vais à la capitainerie. Buongiorno, comandante è là, le comandante è là, no, il signore a casa, parce qu'il m'a dit de pigliare les papiers, me ne vai à casa a 7. Et le type, il n'a rien compris. J'ai dit, donnez-moi les papiers. Il a dit que je prenne les papiers sur le bureau. Il ne vous a pas laissé la commission. Non c'è niente. Bon. Allez, mais amenez-moi dans le bureau. Et il m'a monté. J'ai dit, voilà, les papiers. Sandarita, c'est moi. Allez, j'ai pris les papiers. Je suis arrivé à bord. J'avais fait allumer le moteur et tout. Allez, largue. On n'attend plus rien. Là. On a largué. On a tapé en dessous le... On a tapé en dessous le cap, oh putain, j'ai des trous de mémoire, carrément sous la Corse, hein, pour se mettre un peu aux abris. Et là, alors, quand on était à 20 000 de la côte de la Corse, et 15 000, j'ai dit là c'est bon, il peut venir ce qu'il veut comme vent, on est à l'abri. Et plus on montait, plus c'était beau temps. Alors on s'est écarté, hein, et au matin, surprise, j'entends parler sur la VHF en français. Et les tonniers de 7 qui avaient su qu'on avait pêché donc à Calvi, tout le monde était revenu, mais ils ont eu comme moi la veille. À Saint-Raphaël, ils n'ont pas pu rentrer, il a fallu qu'il y en a qui retournent à Toulon parce qu'il y avait une tempête. Tous y ont morflé. Hein. Et donc on est arrivé sur les eaux où on avait quitté le poisson. Le poisson s'était déplacé un peu plus vers l'Italie et Monaco. Et là on a pêché encore une dizaine de tonnes. Et les bateaux qui avaient pris 20 tonnes, 30 tonnes. Et mes copains italiens qui m'avaient dit, on a pêché au Cap d'Imel, ils avaient vu des compagnes, que toutes les compagnies qu'il y avait dehors Calvi, avec ce mauvais temps, elles ont bougé. Elles étaient toutes au Cap d'Imel et ils se sont chargés tous les bateaux là. Alors j'ai vidé mes 10 tonnes à Nice, hein, et je retourne au Cap d'Imel. Et vers 1h du matin, on sort pour aller au Cap d'Imel. Et quand on arrive un jour vers là-bas, on entend les bateaux qui ne voyaient plus rien. Et plus personne ne voyait rien, ni à droite ni à gauche. Le poisson, il avait fait la dernière festa, et il avait piqué, il était parti, et c'était fini. Voilà, la 4e. Mais bon, j'ai eu une vie assez mouvementée. Mouvementée, pouvons-nous dire, mais bon, assez agréable. Je n'en ai pas des regrets. Voilà, j'ai fait ce que je devais faire, j'espère l'avoir bien fait. J'ai élevé une famille avec les moyens qu'on a eus. Et voilà, mais enfin, dans la vie, il y en a qui naissent avec des cuillères en argent, il y en a d'autres avec des cuillères en bois, il y en a d'autres avec des cuillères, pas du tout de cuillères. Et nous, écoutez, on m'a donné 2 mains et je les ai exploitées. Voilà, c'est tout. Un peu d'émotion dans la voix parce que là, je suis remonté loin dans mes pensées. Et c'est pas évident, mais bon, avec le recul, hein, retraité dans la marine, qui se porte bien, qui a eu beaucoup d'aléas et qui vous salue bien. Merci. Et profitez de l'expérience des anciens, c'est toujours ce qu'on m'a dit, que maintenant les jeunes ne nous écoutent plus, et voilà, le respect des autres.